Et salut à tous, c'est Chesco, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, je suis en forme. Aujourd'hui une nouvelle vidéo culture dans laquelle je vais vous présenter 5 infos qui vont vous surprendre. Mais avant que la vidéo commence, je vais t'inviter à mettre ton meilleur pouce bleu parce qu'on va essayer de battre le record de la dernière vidéo qui était 10 pouces bleus. Donc si tu veux m'aider à battre ce record, mets tout de suite un pouce bleu. Je vais te demander aussi de t'abonner, d'activer la cloche pour ne louper aucune vidéo de la chaîne. Sur ce, je lance l'intro et la vidéo commence juste après. C'est parti! Et oui, je crois bien que l'on a tous déjà eu ce billet de banque de 5 ou de 10 euros et que par malheur, au moment où l'on le sort, eh bien, il est mouillé. Vous avez sûrement dû remarquer que votre billet n'était pas impacté par ce liquide, c'est-à-dire qu'il ne se disloquait pas et que l'encre restait bien fixe. Mais tout le monde pense que les billets sont faits à partir de papier. C'est pour ça que cette info est la composition des billets de banque. Vous allez être très surpris par sa composition. Alors, avant que je vous révèle certaines formules, il faut savoir que chaque monnaie a une fabrication différente. Par exemple, l'euro, le billet que nous on utilise, est fait avec environ 99% de fibres de coton. Tandis que le dollar américain, lui, est fait à partir de fibres de lin et de fibres de coton. Donc on peut remarquer qu'entre les deux monnaies, il y a quand même une différence de composition. C'est pour ça que, en gros, chaque monnaie est unique. D'ailleurs, les billets ne sont plus fabriqués en papier depuis quand même assez longtemps. D'ailleurs, il faut remonter très très loin parce que les billets existent déjà depuis la fin du Moyen-Âge. Et oui, vous avez bien entendu, depuis la fin du Moyen-Âge. Et à cette époque-là, ils n'étaient pas faits en fibre de coton, ils étaient bien faits en papier. Avec le temps, on s'est rendu compte quand même que les billets en papier, ça représentait bien des inconvénients. Donc on a cherché à fabriquer autrement les billets. Et voilà comment les billets actuels sont fabriqués à partir de fibres de coton. Donc voilà, maintenant vous connaissez la première info. Je pense que celle-là vous a déjà surpris. Et c'est parti pour la deuxième qui sera tout aussi surprenante. Et maintenant nous allons partir très loin de la France et de l'Europe puisque nous allons atterrir à Dubaï. Oui, vous avez sûrement dû le voir à l'écran. La prochaine info, c'est les plaques d'immatriculation à Dubaï. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'elles ont d'étonnantes les plaques d'immatriculation à Dubaï? Et ben moi je vais vous le révéler. Sachez qu'en France, bien une plaque d'immatriculation, ça sert à quoi? Ça sert à retrouver le propriétaire de la voiture, à savoir quel modèle c'est et à savoir l'année de construction du véhicule. Donc maintenant vous savez, une plaque d'immatriculation donne beaucoup d'infos. Mais ça, c'est en France. Ces informations-là, tu ne les retrouveras pas à Dubaï parce que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce qu'en gros, les plaques d'immatriculation à Dubaï ont une signification très particulière. On le sait bien, Dubaï, c'est un petit peu un monde de riches. On voit les grosses voitures, les grands immeubles, les grands appartements. Et en gros, les plaques d'immatriculation jouent un rôle là-dedans. C'est-à-dire qu'une plaque d'immatriculation va permettre de définir votre niveau de richesse. Si vous avez telle ou telle plaque d'immatriculation, eh bien, on saura que vous êtes pauvre ou que vous êtes riche à l'inverse. C'est pour ça que là-bas, on peut avoir une Ferrari, je sais pas quoi, une Lamborghini Aventador et tout, mais si t'as pas telle plaque d'immatriculation, eh ben, les gens sauront, en tout cas la police, saura que tu n'es pas riche. Nous sommes allés en Europe, en France, avec les billets. Nous sommes allés à Dubaï avec les plaques d'immatriculation des voitures. Et bien maintenant, nous allons nous diriger dans l'espace vers la 6e planète du système solaire, Saturne. Je vais vous révéler une information qui m'a un petit peu étonné, même
beaucoup étonné. Parce que faut savoir que sur Saturne, il pleut. Je vous vois déjà écrire dans les commentaires. Mais Charisco, il y a rien d'extraordinaire à ce qu'il y ait de la pluie sur Saturne. Moi, je vais vous dire, si, c'est extraordinaire. Parce que certes, il pleut sur plusieurs planètes, mais ce qui tombe du ciel de Saturne n'est vraiment pas anodin. Parce que, attention, accrochez-vous bien, il pleut des diamants sur Saturne. Oui, vous avez bien entendu, il pleut des diamants sur Saturne. Je sens que tout le monde a pris un coup de chaud. Moi-même, en le disant, je viens d'en prendre un. Mais les diamants n'atterrissent pas, puisque la planète Saturne est une planète gazeuse. Du coup, les diamants continuent leur course vers le noyau de la planète et sont pulvérisés. Il faut savoir que ces diamants ont une taille maximale de 1 cm. Donc c'est petit, mais sur la Terre, tu revends un diamant de 1 cm, tu te fais quand même pas mal d'argent. Et en plus, comme si un diamant de 1 cm ça suffisait pas, il pleut environ 1000 tonnes de diamants par an sur cette planète. Oui, vous avez bien entendu, 1000 tonnes de diamants. C'est énorme. Donc, personnellement, petit conseil, si vous avez un business à ouvrir dans l'espace, vous allez du côté de Saturne et vous récupérez tous les diamants. Et là, vous ferez pas mal d'argent. Bon, maintenant, une info un petit peu plus courte que les autres, mais je pense que vous allez quand même l'aimer. Si vous envoyez un courrier à New York, il faut faire attention au code postal que vous allez écrire sur l'enveloppe. Parce que en tout, sur tous les buildings new-yorkais, il y en a 42 qui possèdent leur propre code postal. En gros, pour faire simple, un code postal est valable que pour un immeuble. Par exemple, le code postal de l'Empire State Building, l'un des plus grands immeubles au monde, et le plus grand immeuble new-yorkais, est 10 118. Donc voilà, maintenant vous connaissez l'histoire des codes postales de New York. Pour ça, maintenant, faites attention. Bon, après, je pense pas que tout le monde envoie tous les jours une lettre à New York. Et maintenant, voici la dernière info. Et je suis sûr qu'elle va vous plaire à tous. Sachez que le fameux téléphone de chez Apple, qui s'est vendu à un nombre incalculable d'unités, connu partout sous le nom d'iPhone, a bien failli ne pas s'appeler comme ça. Je sens que beaucoup de personnes vont faire une crise cardiaque, ne vont pas me croire ou vont éteindre la vidéo, mais j'espère que ce ne sera pas le cas. Parce que attention, je veux des roulements de tambour au montage, parce que l'iPhone a bien failli s'appeler le Télépod. Oui, vous avez bien entendu, il a bien failli s'appeler le Télépod. Et je suis d'accord avec vous que ce nom est nul. Mais quand je dis nul, c'est vraiment nul. Je me demande comment ils ont pu penser ça, quoi. iPhone, c'est bien mieux, on va laisser comme ça, on n'y touche plus. Est-ce que je vous dis, ce n'est pas n'importe quoi, parce que c'est l'ancien directeur marketing de chez Apple, Ken Segall, la personne qui s'affiche à l'écran, qui a révélé cette information en 2013. Bon, je vous l'accorde, ça ne date pas d'hier, mais je suis sûr que vous n'étiez pas au courant. Il a aussi dit que l'iPhone a failli s'appeler, là aussi je vais dire roulement de tambour, le tripode, pour rappeler les 3 fonctions principales de l'objet, c'est-à-dire téléphone, internet et l'iPod. En gros, c'était pour surfer sur le succès de l'iPod, puisqu'à cette époque-là, il avait un énorme succès. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça fait énormément plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo culture, et sur ce, moi je vous dis à très vite. Allez, ciao!